la prochaine présentation, pour dresser cette fois-ci un état des lieux sur la santé des sols agricoles du Québec. Alors, ça va nous être donné par Marc-Olivier Gasser, qui est chercheur à l'IRDA et qui se spécialise dans la gestion de la matière organique, des effluents d'élevage, de l'azote et du phosphore avec leur impact sur la qualité des sols et de l'eau. Il dirige actuellement une importante étude sur l'étude de la santé des sols agricoles du Québec qui va se traduire par le développement d'indicateurs ainsi que de pratiques culturelles bénéfices pour la santé des sols, la qualité de l'eau et le contrôle des émissions des gaz à effet de serre. Au milieu de sa présentation, on aura aussi l'intervention de M. Philippe Parent, qui est agronome et directeur assurance qualité chez Culture Dolbec, qui va témoigner de l'importance de suivre les niveaux de matière organique dans les sols sableux pour intervenir avec des meilleures pratiques ou le choix des cultures dans les rotations et assurer des meilleurs rendements pour la pomme de terre. Ça fait que sans plus tarder, je vais passer la parole à Marc-Olivier. Merci encore une fois d'avoir accepté de nous livrer tes premières conclusions sur la grande étude sur la santé des sols. Merci, Jean, pour ton introduction. Je vais tâcher d'être aussi intéressant que la présentation précédente. On va voir. Je vais partager tout de suite mon écran. Donc, pour les... Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que ma présentation est allumée? On ne voit pas le partage d'écran, mais c'est marqué que tu as activé le partage d'écran. Ah, OK, ça vient d'arriver. OK. Je laisse le mettre en mode plein écran, puis c'est lancé. Merci. OK. C'est ça. Donc, cette étude a été mandatée par le MAPAC. On a un projet en cours depuis 2017. On a des relevés qui ont été réalisés en 2018-2019 avec une équipe assez large pour faire ce travail-là. Donc, est-ce que ça va pour la présentation de l'écran? Oui, c'est parfait. Oui. Donc, le MAPAC nous a mandaté pour réaliser cette étude en vue d'évaluer l'état de santé des sols à l'horizon de 2020. Les objectifs spécifiques sont bien sûr d'obtenir des données quantitatives sur les principales séries de sols cultivés en vue d'éventuellement renseigner la majorité des intervenants là-dessus. Il y avait beaucoup de questionnements quant à l'état de santé des sols depuis 1990, comment ça va évoluer. Donc, c'est un peu la principale raison. Puis, par-dessus ça, on veut aussi évaluer l'effet des pratiques agricoles en lien avec l'état de santé des sols. On veut voir comment la santé des sols va influencer la productivité des cultures. C'est relativement nouveau par rapport à l'inventaire de 90. On veut voir en quoi la santé des sols peut influencer donc les rendements des cultures. On veut voir aussi comment la santé des sols a évolué depuis 90. Finalement, on veut recommander des stratégies au MAPAC pour améliorer la santé des sols face aux différentes problématiques observées. Et finalement, on doit prévoir un suivi dans le futur, on va voir comment mettre en place, parce que c'est quand même assez dispendieux de faire cet inventaire-là, de voir comment est-ce qu'on pourrait mettre à moyen terme un suivi pour suivre l'état de santé des sols. Il ne faut pas oublier qu'on a une importante équipe de réalisation, des pédologues, Catherine Bossé, Lucie Grenon, Michael Leblanc, qui ont agi au début pour identifier les séries de sols et les sites à échantillonner, des professionnels de recherche, des étudiants gradués qui ont gravité autour, des chercheurs, principalement à l'IRDA, à l'UQAM, et on a aussi engagé plus d'une vingtaine d'équipes de terrain qui ont été formées à l'œuvre à travers le Québec en 2018 et 2019 pour réaliser les travaux. Le protocole de l'étude, j'en ai parlé déjà dans 2 ou 3 présentations, dont une sur les webinaires santé des sols du CRAC, si vous voulez vous y référer pour plus de détails. On mentionne là-dessus qu'on a 71 séries de sols à l'étude. Dans chacune de ces séries de sols-là, on évalue 6 champs ou 6 sites dans des conditions de sol cultivés, on en a 4, et dans des conditions de sol témoin, on en a 2, ce qui fait au total 425 sites. On a 4 profils échantillonnés par site ou champ, donc on a 1704 profils et on a à chaque fois de 2 à 3 horizons échantillonnés, principalement dans l'horizon AP et dans le début du B. L'échantillonnage, comme je l'ai mentionné, c'est réalisé principalement en mai-juillet 2018 et 2019. On a eu des mesures de rendement
à la fin de la saison pour voir un peu comment l'état du sol influence la productivité. Finalement, on a eu une enquête auprès des producteurs pour documenter les pratiques agricoles qui ont eu lieu durant les 5 dernières années avant l'échantillonnage. Pour ce qui est des sites témoins, on s'est servi de friches, de haies brise-vent, de bandes enherbées, des bords de clôture, des sols qui avaient déjà été cultivés, mais qui étaient un peu à l'écart des conditions cultivées, mais qui étaient des sols en bonne condition physique, principalement sous plantes pérennes. Donc, on cherche des sols qui avaient davantage un aspect amélioré au niveau physique, pas nécessairement au niveau fertilité et chimie pour les autres critères. On a donc plusieurs types de sols sous la loupe. On les a classés en 5 matériaux principalement. Les sols argileux, les sols laumeux, les sols sableux et les tiles et les sols organiques. Je ne vais pas m'étendre ici sur les sols organiques, mais davantage sur les sols minéraux. Pour ce qui est des sols argileux, on en a dans plusieurs régions. La principale région de Montérégie, la plaine du Saint-Laurent, c'est là où on a le plus de sols argileux. On en a aussi le long du Saint-Laurent, le Bas-Saint-Laurent. On en a un peu au Saguenay, Lac-Saint-Jean et en Abitibi-Témiscamingue. On a regroupé donc les principales séries de sols à l'intérieur de ces régions-là et à l'intérieur de différents critères basés sur la classe de drainage, la granulométrie ou la sous-région pédologique. Éventuellement, la classe de réaction aussi peut jouer sur la façon de regrouper ces séries de sols-là pour l'étude. Les sols laumeux, on les retrouve aussi dans la région de la plaine du Saint-Laurent, un peu en Abitibi-Témiscamingue au Lac-Saint-Jean et on est échantillonné dans les Laurentides, au nord des Laurentides, dans la région de Mont-Laurier. Les sols sableux squelettiques, il y en a, c'est ceux qui composent la plus grande part de... non, c'est pas ceux-là, pardon. Les sols sableux squelettiques composent une autre part des sols, encore là répartis en général dans la plaine du Saint-Laurent jusqu'au Bas-Saint-Laurent, avec différents critères qui dépendent un peu de la présence de gravier ou non pour les sols squelettiques. Lorsqu'il y a plus que 35 de gravier ou de particules plus grandes que 2 mm, on les considère comme squelettiques. Donc, ça peut être des sables de différentes profondeurs sur des argiles ou des sables fins, sables grossiers, définis selon différents critères. Donc, pour finir, les tiles, qui sont peut-être le groupe de séries de sols le plus abondant à l'échelle de la province. On les retrouve encore là principalement dans la vallée du Saint-Laurent, dans Chaudière-Appalaches et dans le Bas-Saint-Laurent aussi. Donc, encore là, définis, regroupés selon différents critères. Donc, les résultats préliminaires que je veux vous présenter aujourd'hui sont essentiellement autour du carbone total qui définit un peu les niveaux de matière organique du sol, les diamètres moyens pondérés des agrégats qui peut un peu définir la structure du sol, l'état de la structure, la macroporosité qui révèle un peu la compaction, le niveau de compaction ou l'aération du sol. Puis finalement, on va aussi parler d'un indicateur de saturation en phosphore qui va nous révéler un peu le niveau de fertilité ou de saturation en phosphore des sols et voir un peu comment ça varie selon les types de sols. Au niveau des facteurs, on va regarder les différents états au niveau des 3 horizons, 2 ou 3 horizons mesurés. On va comparer les sites cultivés aux sites témoins. On va regarder ces affirmations-là par matériaux parentaux, les sols argileux, laumeux, sableux ou tiles. Et finalement, on va regarder s'il y a des différences au niveau des groupes de sols, des séries de sols en fonction des matériaux parentaux. Pour expliquer un peu comment l'horizon AP et B a été scindé et échantillonné, on a principalement échantillonné l'horizon de surface de 0 à 10 cm et la deuxième partie du AP de 10 à 25, de 15 à 30 cm, dépendamment de la profondeur de l'horizon AP. Et finalement, l'horizon B a été essentiellement échantillonné dans les 15 premiers centimètres. Donc, un premier tableau qui illustre un peu la distribution du carbone ou de la matière organique divisée par 2. Si on utilise un facteur de 2 pour convertir de carbone en matière organique et un seuil critique de 2 qui correspond finalement au seuil de 4 en matière organique que le MAPAC s'est fixé pour un peu évaluer l'état de santé des sols. Si on va atteindre 85 de champs ou de sites de sols cultivés à au-delà de 4 de matière organique, on peut regarder donc le critère ici à 2 de carbone total. On voit certaines différences. On voit qu'en général, les moyennes pour les différents matériaux de argileux, laumeux,
glaciaire, on voit qu'il y a une certaine, la plupart du temps dans les horizons de surface, dans l'horizon AP et AP2, on a des niveaux de matière organique en moyenne pratiquement toujours sur la surface. On voit aussi que nos sols témoins, en général, ont des concentrations légèrement supérieures aux sols cultivés pour tous les types de matériaux, mais qu'on a, comme je l'ai mentionné, dans certains cas, des légères baisses en dessous du seuil de 2 pour les sols loameux et les sols sableux squelettiques. On verra plus loin aussi que les sols sableux squelettiques sont ceux qui accusent le plus de déficit en matière organique. Si on regarde la proportion de sols qui ont des teneurs en C totales inférieures à 2 dans les horizons de surface, on voit que les sols sableux ici accusent généralement des niveaux de matière organique toujours souvent inférieurs à 5 soit au-delà de 50 dans l'horizon AP1 et 65 dans l'AP2. Et puis, lorsqu'on regarde la répartition des teneurs en carbone par différents matériaux parentaux, on les a regroupés selon les 6 groupes ici de sols argileux répartis dans les différentes régions. On peut voir que les sols du groupe 2 et 3 de la Montérégie, Plaine de Montréal, des séries d'Alousie, Kierkowski, Saint-Laurent, sont ceux qui accusent des niveaux de matière organique souvent près de 2 ou inférieurs à 2 plus fréquemment. Pour ce qui est des sols argileux, par rapport aux sols des autres régions de Chaudière-Appalaches ou Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, ces niveaux-là sont en général plus élevés. Pour ce qui est des sols loameux, on a un peu le même constat. Les sols de la plaine du Saint-Laurent, les séries Levreur, Baudette, Sainte-Barbe, Saint-Hyacinthe, Saint-Aimé, etc., ont généralement des niveaux de matière organique proches du seuil critère qu'on veut maintenir à 4 tandis qu'en Abitibi, on a aussi en Abitibi-Témiscamingue des niveaux de matière organique aussi inférieurs auprès de ce 2 donc peut-être en raison en lien avec les pratiques agricoles qui sont déployées sur ces sites-là. Dans les sols sableux squelettiques, on voit que les niveaux de matière organique sont relativement plus faibles en général, surtout dans la plaine du Saint-Laurent, même en Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, dans les séries Orléans, Saint-André, Saint-Nicolas, et encore là, dans les séries Saint-Jude et Uplands, des sols sableux imparfaitement drainés, profonds. Donc, on a encore là différents critères pour avoir classifié ces sols-là. Ces sols sableux squelettiques qui dépendent de quelques critères. Pour les sols issus de dépôts glaciaires, les TIL, on voit généralement des niveaux relativement intéressants, encore là, inférieurs auprès de la limite seulement en Montérégie, sur les séries Bedford, Boucherville, Rimbaud, Sainte-Brigitte. Donc, en conclusion, pour ce qui est des teneurs en matière organique des sols, on voit des diminutions dans les sites cultivés par rapport aux sites témoins. On voit quand même des diminutions plus importantes dans les sols sableux squelettiques et les TIL pour certains. Et puis, finalement, on voit des diminutions dans les autres matériaux qui sont plus reliés aux régions plus méridionales où on a une fréquence plus importante de culture annuelle. Bien sûr, ce tableau-là, c'est que des analyses préliminaires et encore là, très descriptives, descriptives. On va faire des liens avec les types de culture et la fréquence de travail de sol et les autres pratiques agricoles mises en place pour voir comment ça évolue, comment ça influence le niveau de matière organique. Et puis, c'est à partir d'ici que j'aimerais faire intervenir Philippe Parent, directeur assurance qualité et agronomie chez Dolbec, comme l'a mentionné Jean tout à l'heure, en Garon, pour lui demander de témoigner en quoi une bonne gestion de la matière organique des sols est essentielle à la production agricole chez eux. Donc, je te laisse la parole, Philippe, si tu veux bien. Merci Marc-Olivier. Moi, je suis la partie détente de la présentation. Ça va être très léger. Donc, je vais vous faire ça simple. J'ai pas de présentation de PowerPoint. On m'a juste demandé un court témoignage de 5 minutes sur faire un survol des pratiques de gestion de la matière organique sur la ferme. Donc, je vais me présenter en premier. Moi, j'ai fait mon agronomie, j'ai terminé en 95, j'ai fait une maîtrise. Puis depuis le tout début, je travaille chez Patate Dolbec. J'ai pas eu d'autres employeurs. J'ai été professionnel de recherche au début. Puis ensuite, depuis 5 ans, je suis directeur qualité agronomie chez Patate Dolbec. Donc, j'ai passé de professionnel de recherche à producteur agricole. J'ai été vraiment honoré de reprendre le flambeau sur la ferme. J'adore travailler ici. C'est plein de défis.
C'est quand même la plus grande ferme du Québec. Les propriétaires sont vraiment ouverts au changement. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai du budget pour entreprendre toutes sortes de beaux projets. Sans compter que c'est valorisant. Je sais que mes décisions ont vraiment de l'impact. Quand j'aménage une bande riveraine, par exemple, mais c'est sur des kilomètres. Puis quand que je réduis des intrants, mais le volume est vraiment significatif. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Donc, j'ai 5 minutes pour vous parler de la gestion de matière organique sur la ferme. Donc, je pourrais commencer par vous dire, ben, regarde, je vous apprends rien, là. La matière organique est vraiment importante dans les pommes de terre pour faire pousser les pommes de terre parce que ça prend de l'eau. Si on a plus d'eau, les pommes de terre vont mieux s'en tirer. Ils vont être plus résilientes à la sécheresse, aux maladies, une meilleure attention en matière fertilisante. Bon, ben, toutes ces choses-là là, que vous connaissez bien. Donc, la matière organique est aussi importante pour nous là, en tant que pour réduire l'érosion éolienne, par exemple. Là. Donc, les résidus en surface, il n'y a pas juste le maïs, mais toutes les cultures d'engrais verts, les cultures de couverture qu'on va faire après les récoltes de céréales ou après les pommes de terre de primeur. Donc, ça va nous permettre de réduire l'érosion éolienne. Parce que dans le temps, c'était vraiment un problème. Là. Si on regarde il y a 20 ans, ou même il y a 10 ans, là, ici à Saint-Hubal, là, c'était la tempête du désert, là, quand le vent pognait sur les sables nus. Là. Les gens rentraient leur linge, enlevaient leur linge, la corde de linge, fermaient leur vitre. C'était vraiment incroyable. Fait que ça s'est beaucoup amélioré. Il reste encore des choses à faire. C'est pas 100% réglé, mais on a beaucoup amélioré la situation. Qu'est-ce qu'on utilise aussi pour réduire l'érosion éolienne? C'est les cultures d'automne, par exemple, les céréales d'automne. Donc, au printemps, on a déjà une couverture. Donc, tout de suite après la fonte des neiges, il y a déjà une couverture, donc c'est réglé. Donc, on a choisi des champs là, qui étaient problématiques, puis on gère ça de cette façon-là. On a aussi un projet d'agroforesterie pour certains secteurs là, plus problématiques. Donc, on va des années 70-80, tous les arbres ont été arrachés. Là, nous autres, on va les replanter. Donc, ils étaient là probablement pour une raison. Donc, on va les refaire. Donc, on a plein de projets comme ça. Ensuite, un des problèmes qu'on a, c'est les sables. Les sables, on a des sables fins, c'est vraiment difficile à gérer. On introduit de la matière organique dans des sables, ça se consomme pratiquement immédiatement les premières années. On en met, puis elle disparaît. Donc, c'est vraiment difficile à gérer. Avant ça, on avait des bœufs. On avait 5000 bœufs, mais là, avec le prix du bœuf, on a tout perdu ça. On n'a plus de fumier à valoriser. Maintenant, je me suis retourné plus vers les engrais verts. Donc, je fais des saisons complètes seulement d'engrais verts. Donc, j'ai tassé une culture de rotation. Donc, sur environ le quart de toutes nos superficies, c'est des engrais verts où on n'a aucune, on enfouit, donc 2 fois pendant l'année. Ça nous fait aussi une culture de couverture pendant l'hiver. Ensuite, mais des fois, c'est pas suffisant dans les sables fins. Il faut, les engrais verts, ça apporte quand même pas beaucoup de matière organique. C'est moins qu'on pense, même si des fois, ils ont 7-8 pieds de haut, là, puis on enfouit ça dans 30 cm d'épais. C'est pas assez. Donc, on s'est retourné aussi vers les prairies. Donc, certains champs là, qu'on va utiliser les prairies, qu'on va faire des rotations 4, 5, 6 ans. Là. Donc, pour augmenter la matière organique dans certains champs problématiques. Donc, ça augmente la matière organique, mais ça l'amène d'autres problèmes. D'autres problèmes, par exemple, des maladies ou des insectes. Lorsqu'on revient d'une prairie, là, on va retrouver souvent des hannetons, des vers gris, des vers fils de fer dans nos pommes de terre qui font des trous, qui vont manger les pommes de terre. Puis on veut vendre ça par après, on peut avoir, là, on a compté jusqu'à 20 à 30 de pertes. Là. Toutes nos cultures, là, de 20 à 30 là, il a fallu les jeter ou l'envoyer au bœuf. Donc, c'est vraiment pas écologique de ce côté-là. Là. Donc, on veut améliorer quelque chose, mais on se nuit de l'autre côté. Il y a aussi que lorsqu'on fait des prairies, puis on augmente la matière organique, on se retrouve aussi avec de la matière organique moins décomposée. Puis, ce que ça fait, c'est que lorsqu'on récolte avec nos machineries agricoles, on
On va récolter des mottes de terre, puis il va falloir brasser les pommes de terre plus pour enlever la terre. Là, on les blesse. On a plus de pertes puisqu'on peut pas les vendre. Puis lorsque la terre va en entrepôt, ben ils respirent moins. L'échange de gaz se fait moins. Ils vont plus germer, ils vont plus pourrir, ils vont plus perdre de poids en eau. Donc, toutes des pertes qui viennent avec l'augmentation des résidus qui rentrent dans les entrepôts avec les pommes de terre parce qu'on n'est pas capable de les enlever. Donc, d'un côté, on veut améliorer, puis l'autre côté, on se nuit. Donc, excuse-moi, Philippe, on va devoir abréger un peu là, pour la présentation, mais merci pour ton témoignage. Je pense que tu aurais pu nous raconter beaucoup de choses sur les défis. Oui, la matière organique est importante chez vous. On voit que c'est quand même un défi à gérer avec les différentes options et puis les conditions de sol que vous avez. Fait que je te remercie et puis je vais continuer ma présentation pour l'instant. Ça va aller comme ça ou est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Je pourrais dire que les producteurs ont besoin de ne pas être pointus du doigt, mais ils ont besoin de solutions. Donc, grâce à des gens comme vous, qui vont nous apporter qui font de la belle recherche, qui vont nous apporter des solutions durables. Excellent. Merci. Salut. Merci, Philippe. Donc, je vais reprendre l'écran, si je peux. Donc, on était ici. OK. Donc, j'ai 3 autres indicateurs à passer à travers. Je dois essayer d'accélérer parce que le temps passe. On doit parler de macroporosité. La macroporosité est aussi variable selon les types de sols et encore là, plus intéressante dans les sols témoins. En général, c'est les sols témoins sous plantes pérennes et des friches, des zones arborées. Donc, dans l'argile, on voit des différences importantes et ici, dans les sols glaciaires plus en profondeur, on voit des différences un peu plus importantes. On voit que dans les sols sableux, c'est pas un problème. La macroporosité, en général, est plus élevée que dans les autres sols et ça, c'est tout naturel. C'est dépendant du type de sol. Mais on a des problèmes de macroporosité sous les seuils critiques de 10 là, dans les sols argileux et loameux en profondeur. Donc, on a des défis ici pour ce type de sol-là. Il faudrait voir un peu dans quel type de sol argileux et loameux ça se propage et sous quelles conditions de culture. En termes de proportions, on voit donc ici là, des proportions un petit peu inférieures dans les sols témoins. Les sols témoins, en général, sont moins en manque d'air, avec une macroporosité plus importante que 10 dans certains cas, mais quoi qu'elle est dans les sols loameux et argileux, elle est naturellement aussi un peu plus faible à 76 et 79 inférieure à ce critère de 10 et aussi dans les dépôts glaciaires en profondeur. Dans les sols sableux squelettiques, on voit que c'est beaucoup moins souvent un problème. On accuse très rarement des teneurs en air inférieures à 10 une macroporosité inférieure à 10 mais au contraire, elle est beaucoup plus déficitaire dans les sols loameux et argileux, comme je l'ai mentionné. Pour ce qui est des différents sols argileux, on voit encore là que ce déficit en air est plus souvent accru ou important dans les sols argileux de la Montérégie, dans tous les 3 groupes de sérisols, de la lande Sainte-Rosalie à Sainte-Blaise, et un peu aussi critique dans le Bas-Saint-Laurent, sous les sérisols Kamouraska de Lens, Abocasser et Saint-Pascal. Donc, pour les sols loameux, on a toujours un peu le même constat dans la plaine du Saint-Laurent, où les sols sont plus souvent cultivés en culture annuelle ou sous de plus grandes charges d'épandage ou d'équipement. On a des teneurs des macroporosités légèrement sous le seuil du 10 et également aussi dans les sols des Laurentides, de Bouchette et Montserre, encore là, qui doit être expliqué par probablement le type de sol loameux ou les pratiques qui sont en arrière. Dans les dépôts glaciaires, on a quelques baisses de teneur en air, de macroporosité, encore là dans les sols des séries de la Montérégie, mais moins dans les autres séries de sols des autres régions. Par contre, sauf peut-être dans la région de l'Estrie, où on a les séries Calais, Dufresne, Magog, qui accusent aussi des macroporosités un peu plus faibles. Donc, en général, on a des diminutions dans les sites cultivés par rapport aux sites témoins.
On a des macroporosités plus élevées naturellement dans les sols sableux squelettiques et on a une diminution dans les sols argileux, loameux, mais surtout dans le contexte plus méridional ou plus au sud, dans la plaine du Saint-Laurent et des Laurentides. Et on a également des diminutions dans les sites où on a un mauvais drainage ou dans un contexte plus méridional. Pour ce qui est du diamètre moyen pondéré des agrégats, on l'a surtout mesuré que dans l'horizon AP, à la surface du sol. En général, les agrégats ont un diamètre moyen pondéré qui peut varier de 0 à 6. Et dans les sols argileux et les sols témoins, encore là, on a des niveaux plus élevés dans nos sols témoins, sauf que dans les cas des sols glaciaires, par rapport aux sols cultivés. Et puis, on voit que dans les sols argileux, en général, on a une stabilité des agrégats ou des diamètres moyens pondérés des agrégats qui sont légèrement plus élevés que les autres sols et plus faibles dans les sols sableux. Ça va de soi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir toujours un peu comment ça se distribue selon les groupes de séries de sols argileux et en fonction des régions, voir si on retrouve une certaine structure dans l'information. On voit encore que les séries de la Montérégie accusent généralement de plus faible stabilité des agrégats, mais aussi en Montérégie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean sous les séries Héberville et Normandin. Toujours un peu le même constat. Les séries sol loameux, en général, ont des stabilités des agrégats dans la plaine du Saint-Laurent plus faibles que dans les autres régions. Mais on peut montrer par contraste, si on a quand même un contraste entre les sols témoins et les sols cultivés dans l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a un certain constat similaire à ce qu'on avait observé pour la matière organique. Donc, il faudra voir un peu quelles sont les pratiques qui ont influencé ces différences entre les sols cultivés et témoins. Pour les sols sableux squelettiques, on a des baisses encore là dans la plaine du Saint-Laurent plus importantes, mais également encore là dans la plaine du Saint-Laurent, mais dans les sols sableux plus fins, imparfaitement drainés, profonds, des séries Saint-Jude et Uplands. Les dépôts glaciaires, on n'a pas nécessairement de constat important de baisse, là, à part peut-être la série ici en Montérégie, un certain groupe de séries de sol en Montérégie, qui sont légèrement inférieurs aux sites témoins et avec des valeurs inférieures. Donc, encore là, peut-être des sols qui sont cultivés davantage dans des conditions plus intensives. Donc, diamètre moyen pondéré plus faible dans les sites cultivés par rapport aux sites témoins, sauf dans les sols squelettiques. Une diminution dans les sols argileux loameux, plaine Saint-Laurent, mais aussi Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue. Diminution dans les sols sableux fins ou minces sur argile, dans la plaine du Saint-Laurent, une diminution moins importante dans les sables plus grossiers et les tils. Parce qu'évidemment, la stabilité des agrégats est déjà plus faible dans ces types de sols-là. Donc, c'est difficile d'avoir des différences importantes quand elles sont déjà faibles en partant. Le dernier indice qu'on a qualifié, qu'on rapporte ici, c'est l'indice de saturation en phosphore pour voir un peu comme en dehors des propriétés physiques du sol, au niveau fertilité du sol, comment les propriétés se répartissent. On a retenu ici deux indices ou deux critères. Le critère G1A pour les sols argileux et lourds est à 6 de saturation en phosphore. L'indice de saturation en phosphore est le rapport entre le P sur AL et les H3. Et un autre critère pour les groupes de sols G3, les sols sableux, en général, on utilise un critère de 15 Donc, on peut voir un peu comment les différents sols, les différents groupes de matériaux parentaux se comportent à l'intérieur de ces deux critères-là. On voit en général que les sols argileux sont généralement sous ce critère de 6 donc éventuellement pas trop saturés, tandis que les sols sableux sont à 12 et 14 donc plus proches aussi de leur niveau de saturation, comme les autres sols. Pour ce qui est des proportions d'horizon qui dépassent des indices de saturation ou qui sont inférieurs à des seuils de saturation à 6 donc ça témoignerait peut-être de sols aussi qui sont pas sous-fertilisés, mais moins fertiles, moins saturés en phosphore, donc qui pourraient bénéficier de phosphore davantage. On voit que les sols argileux sont plus souvent en dessous de ce seuil-là, tandis que les sols sableux sont pratiquement en majorité supérieurs à ce seuil-là. Et puis en profondeur, on peut voir aussi si on a des accumulations ou pas de phosphore dans les sols. Donc, en général, on n'a pas la majorité de nos sols argileux, loameux et glaciaires sont sous ce seuil de 6 Et puis, quand on regarde le critère de 15 on voit que les sols argileux sont encore là à des seuils
très rarement au-dessus de 15 tandis que les sols sableux accusent plus souvent des niveaux en deçà de 15 Donc, on devra comprendre pourquoi, avec ces critères-là, on a quand même des sols qui dépassent les seuils de saturation, même si on a la réglementation ici qui est supposée nous aider à maintenir nos sols à des niveaux inférieurs au seuil de saturation. En profondeur, on peut aussi constater que les sols sableux, même les sols sableux posolisés en général, il y a une certaine migration du phosphore en profondeur. Donc, on a 7 des sols qui ont atteint 15 de saturation en profondeur. Donc, on a des phénomènes différents dans les autres sols. Par exemple, dans les sols argileux, on n'a pratiquement aucune migration ou mesurée, sinon, du phosphore à ces seuils-là. Donc, on a toujours le même constat. En général, on a des niveaux de saturation un peu plus bas. En fait, les mêmes constats liés à la pratique, aux pratiques agricoles. Donc, on peut penser qu'en Montérégie et dans la plaine du Saint-Laurent, nos sols sont cultivés de façon plus intensive ou reçoivent des apports en fertilisants de façon plus importante. Donc, dans les sols laumeux, on voit des niveaux pour les sols témoins, les sols cultivés, des niveaux qui dépassent les critères plus souvent en Montérégie par rapport au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay ou à l'Abitibi-Témiscamingue où on est inférieur à 6 Et puis, on a un peu le même constat pour les sols, dans les sols laumeux de la plaine du Saint-Laurent. On a des seuils ici qui dépassent les 15 en moyenne et 9 dans les sols laumeux de la plaine du Saint-Laurent, l'Evrard et compagnie, alors que ce n'est pas le cas pour les autres sols de type laumeux. Les sols sableux squelettiques, on voit des dépassements plus fréquents du seuil de 15 dans la plaine du Saint-Laurent, mais également aussi en Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et dans la plaine du Saint-Laurent, encore là, dans les séries Saint-Jude et Uplands. Pour les dépôts glaciaires, on migre entre les deux, mais c'est souvent supérieur en moyenne au seuil de 6 Mais la série Rimbaud ou Sainte-Brigitte en Montérégie accuse encore là des seuils supérieurs aux critères voulus de 15 pour les sols sableux. Marc-Olivier, le temps est terminé. Est-ce que tu pourrais conclure? Est-ce que tu pourrais nous amener aux conclusions? Grosse conclusion, on voit on observe les mêmes tendances en fonction des différents critères qu'on a remesurés. Puis encore là, ce n'est qu'un échantillon des critères qu'on a mesurés. On en a 4 ici sur les 50 ou 60 indicateurs sous la loupe. Mais on voit qu'en général, si on a des détériorations dans des sols la plaine du Saint-Laurent ou de Chaudière-Appalaches ou des régions où l'activité agricole est plus intensive, on a les mêmes constats pour les autres paramètres. Donc, les suites des travaux, on doit sortir pour la fin 2022, mars 8 2023, un rapport présentant l'état des sols cultivés par groupe de séries de sols en fonction des différents indicateurs relevés. Puis, comme je mentionne, on en a peut-être 70. Il va y avoir une synthèse des principaux problèmes rencontrés. On va avoir une étude aussi de l'influence des pratiques agricoles recensées, en quoi ça influence l'état des sols et la productivité des cultures. Et on a des projets en marge de cette étude-là qui vont permettre de développer des indicateurs pour évaluer la qualité physique des profils de sol avec des applications mobiles et finalement un développement d'une plateforme pour permettre de diffuser ces données-là et d'interagir avec les données pour faciliter la comparaison d'indicateurs, de nombre d'indicateurs avec des indicateurs qu'on aura mesurés dans le cadre de cette étude pour les différentes conditions. Donc, ça fait le tour. Merci de votre attention. Puis, pas oublier qu'il y a une grosse équipe derrière qui participe et qui collige l'information derrière ces travaux-là. Puis, je peux prendre des questions s'il y a encore du temps, mais j'ai l'impression d'avoir dépassé mon temps. Je vous remets la parole. Merci beaucoup, Marc-Olivier, pour cette excellente synthèse. Peut-être je vais prendre, j'ai vu dans le chat 2 questions comparatives sur la matière organique, là, le fameux 4 peux-tu nous exposer rapidement, là, juste ton évaluation du 4 Pourquoi ce seuil-là plutôt que 3,5 ou 3,8? Et puis, est-ce que c'est le meilleur indicateur en ce qui concerne le statut de la matière organique? Rapidement. On n'est pas loin des seuils. On a 1,8 de carbone en Europe comme seuil existant. On avait 4 aussi comme seuil à quelque part pour les sols
les sols sableux, pas les sols argileux, mais tous les autres sols à l'époque de l'inventaire de 90. Mais je ne peux pas expliquer pourquoi le MAPAC a choisi d'utiliser ces 4%-là. C'est pas selon nos recommandations à nous. On voit quand même qu'il y a une certaine gradation aussi des niveaux de carbone en fonction des régions. Parce qu'il y a des effets climatiques, mais ces effets climatiques-là influencent les cultures qu'on y fait. Donc, on a une prépondérance de cultures pérennes, des prairies, tout ça dans des régions plus froides. Donc, on obtient des niveaux de matière organique de référence plus élevés dans ces régions-là, si on veut. Okay. Donc, on pourrait penser que ce niveau de 4%-là ne devrait pas être statique, mais devrait peut-être évoluer en fonction peut-être des conditions bioclimatiques régionales. Donc, besoin d'amélioration sur cet indicateur-là, si je fais la synthèse. C'est déjà, si on regarde un peu la façon nos observations se dégagent autour de ça, on voit que c'est pas si mal. L'important aussi, c'est de voir un peu comment nos témoins, nos sols cultivés évoluent en fonction, par rapport aux sols témoins, là, qui servent de référence ici pour des niveaux de référence en matière organique. Bon, mais merci beaucoup, Marc-Olivier. Puis je souligne quand même, pour ceux qui seraient familiers avec le domaine, c'est quand même un travail colossal qui s'est fait. Là. Ça fait que je félicite toute l'équipe pour ces données-là dont on a absolument besoin pour prendre des décisions pour le futur.